Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission L'invité de la semaine. Nous parlons aujourd'hui de la 6e édition de l'évaluation de performance des centres hospitaliers de notre pays au titre de 2024 avec la distinction des 3 premiers lauréats. Il s'agit de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, qui s'est classé premier, suivi de l'hôpital du Mali, et la 3e place est occupée par l'hôpital professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Cette évaluation est une initiative du département de la santé et du développement social en vue de promouvoir l'excellence et la qualité des services de santé publique. Alors, comment elle s'effectue? Quels sont les critères, les indicateurs, les impacts et les récompenses des lauréats? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité est Sekouli Fadjadji Touré. Il est le directeur général de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Dambélé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parlons d'abord de l'esprit de cette initiative. Qu'est-ce qui a motivé l'institution, la mise en place de ces mécanismes d'évaluation des hôpitaux? Parce que les hôpitaux ne se sentaient pas bien ou ne se portaient pas bien à un moment donné? Merci, monsieur Dambélé, pour l'occasion que nous offerte. Effectivement, nous avons, vous savez, l'évaluation constitue un des pas importants d'une politique nationale. C'est ce qui a été compris par le ministère en charge de la Santé, qui a effectivement décidé, à partir de 2002, d'adopter d'abord une loi, ou 2 lois extrêmement importantes, notamment la loi d'orientation sur la santé et la loi portant création, loi instituant la loi hospitalière. Donc c'est à travers cette loi effectivement que on avait créé d'abord une première agence, notamment l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, donc pour évaluer effectivement le travail effectué par les hôpitaux. Donc pour dire que effectivement cette mission d'évaluation est le fruit tout à fait des missions même qui sont confiées à l'agence. Bien entendu, c'est pour vraiment voir ce qui se passe, ce que les hôpitaux fournissent comme prestations de soins, et évaluer et poursuivre, identifier ce qu'on appelle les insuffisances et éventuellement faire des recommandations ainsi dans ce sens. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses d'évaluer, parce que pour toute politique, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'élaboration de la politique, il y a l'exécution, mais aussi il faut prévoir ce qu'on appelle l'évaluation. Okay. Est-ce une manière pour les hôpitaux de rendre compte? C'est une façon de les appeler à rendre compte? Mais bien entendu, les structures hospitalières doivent rendre compte. C'est vrai que peut-être l'évaluation, on aurait à mieux expliquer. Le but de l'évaluation est un peu différent peut-être de 2 types de contrôles qu'on peut avoir à travers l'inspection, mais vraiment c'est pour vraiment voir le travail, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que les objectifs qui sont fixés pour ces hôpitaux, est-ce que ces objectifs sont en train d'être atteints à travers leur travail quotidien. Et voilà, donc c'est un peu ça l'idée qui est derrière toute cette évaluation. C'est pour pouvoir donner des orientations aux plus hauts décideurs pour pouvoir porter leur jugement et prendre éventuellement des dispositions ou des solutions idoines par rapport aux différents problèmes que les hôpitaux puissent être confrontés. Une idée, une orientation qui a tout l'air d'un tribunal pour les hôpitaux. Non, pas un tribunal, parce que c'est pas un tribunal, mais en fait, les hôpitaux étant, parce que la loi hospitalière leur a donné le statut d'IPH, d'établissement public hospitalier, avec une certaine autonomie, avec des ressources propres. Donc, forcément, il y a lieu de savoir ce que ces hôpitaux sont en train de faire exactement comme travail, pour voir. Parce que derrière les hôpitaux, comme vous le savez, c'est des questions de soins, de santé, c'est des questions très très importantes. Donc il y a lieu vraiment de voir ça.
Donc ça a été une réforme majeure au niveau du système de la santé, de prévoir, de créer, de mettre en place une agence dédiée à l'évaluation, ce qu'on appelle des hôpitaux. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu une autre orientation à partir de 2022, sous le leadership bien entendu du ministre chargé de la Santé. Le gouvernement a décidé cette fois-ci, au lieu que l'ANH qui était centré uniquement sur les hôpitaux de 2e ou 3e référence, de voir maintenant cette fois-ci d'élargir la mission d'évaluation à l'ensemble des établissements de santé, conformément à la loi d'orientation, donc que ce soit des établissements publics et privés, mais ça c'est cet aspect, mais aussi d'élargir, d'instituer l'accréditation des établissements de santé. Voilà, donc un peu on est dans cette dynamique de voir tout ça, c'est pour que on puisse, nos structures hospitalières ou d'une manière générale nos établissements de santé puissent être performants, donc puissent donner les meilleurs services en termes de prise de charge de soins en ce qui concerne pour la population. Établissements de santé, j'entends par là des CESCOM aux hôpitaux en passant par les centres de santé de référence à tous les niveaux. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, la mission ou bien le domaine couvert par ce qu'on appelle l'ANAS prend en charge non seulement les établissements de santé plus. Vous savez, le système de santé étant pyramidal de la base au sommet. Effectivement, nous trouvons à la base ce qu'on appelle les centres de santé communautaires, les CESCOM, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les hôpitaux de district sanitaire, effectivement, ou des anciens CCF, mais nous avons aussi les établissements de 2e référence, 3e référence, mais à côté de tout ça, c'est ce qu'on appelle le public, mais il y a le privé aussi qui exerce, notamment les cliniques, les cabinets de consultation, tout ça. Donc tout ça, c'est à la fois c'est un système binaire, le système étant binaire, parce que le patient quand même est libre de se faire soigner soit dans le privé ou dans le public, mais cela dit, ces deux pans doivent être pris en charge parce que partout, ce sont des Maliens, des citoyens qui se font traiter dans ces établissements de santé. Okay. Alors, monsieur le directeur, en quoi ce classement peut être utile pour moi en tant qu'usager? Ce classement peut être utile d'abord. En fait, ce n'est pas un classement proprement dit. À travers ce processus d'évaluation, nous identifions les structures les plus performantes et aux structures les moins performantes. C'est vrai qu'à l'issue de ça, il y a un classement, car forcément, il y a les 3 premiers qu'on les distingue. Ça crée une certaine émulation. Parce que les autres hôpitaux vont s'inscrire dans cette démarche de telle sorte que les évaluations qui vont venir après, ces hôpitaux puissent occuper des places importantes. Donc c'est pour ça l'idée de restitution même des résultats. C'est pour ça pour que le citoyen lambda puisse connaître ce que réellement ces hôpitaux sont en train de faire en termes de travail quotidien. D'accord. Alors, monsieur le docteur, comment vous expliquez un peu ce mauvais comportement généralement infligé à certains patients au niveau de certaines structures de santé? Est-ce que c'est une méconnaissance de la loi, du code déontologique? C'est quoi? Non, vous savez, dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses. Tout ça c'est le secteur. Mais pour dire, bien entendu, il y a la loi hospitalière quand même a prévu des dispositions pour que le malade puisse être au cœur du système de santé. Bon, les comportements déviants, on ne peut pas, mais ce qui est de façon globale, les hôpitaux essaient de donner quand même le meilleur d'eux-mêmes. C'est là, malgré des contextes souvent très très difficiles. Voilà. Okay. Alors, revenons maintenant à cette évaluation au titre de l'année 2024, à l'issue de laquelle le CHU étant avec un score de 127 points s'impose comme la référence absolue, suivi de l'hôpital du Mali qui est donc 2e et l'hôpital professeur Bokar Sidi Sall de Kati qui est 3e. Alors d'abord, on est en 2026, cette évaluation c'est au titre de l'année 2024. Comment expliquez-vous cette différence? L'évaluation, comme c'est les indicateurs, plutôt on va revenir, les indicateurs sur lesquels les hôpitaux sont évalués, c'est des indicateurs qui concernent, les données concernent l'année. Donc effectivement la mission d'évaluation s'est réalisée au courant 2025, mais c'est porté sur les données de 2024. Parce que si c'est des données annuelles, donc si par exemple on veut faire l'évaluation tout de suite de 2026, c'est très très difficile parce que l'année étant en cours, on ne pourra pas collecter toutes les données par rapport à tous les indicateurs. Donc c'est pourquoi on a adopté cette stratégie N-1. Mais il y a des types d'évaluation aussi qui concernent l'année N.
ça peut concerner l'année N. En fait, ça c'est l'évaluation de la performance, mais il y a d'autres types d'évaluations, notamment l'évaluation de la qualité des soins, l'évaluation de l'impact, de l'évaluation d'impact en termes de santé. Donc il y a des types d'évaluations qui peuvent concerner des données actuelles. Mais par rapport à la performance, parce que c'est sur un ensemble de critères, donc il faudra collecter sur la base d'une année. Donc c'est pour cela que nous en prenons N-1 pour pouvoir juger effectivement la performance de telle ou telle structure hospitalière par rapport à une année. Ok, donc ça veut dire qu'on aura les résultats de l'évaluation de 2025 en 2027 ? Exactement, parce que dans notre plan opérationnel de 2026, effectivement, nous avons prévu l'évaluation des hôpitaux au titre de l'année 2025. Voilà, donc, si tout va bien, normalement, nous devrons avoir les résultats courant 2027. Ok, alors parlez-nous maintenant des critères essentiels de cette évaluation. Vous vous basez sur quoi ? Quels sont les indicateurs ? Donc, les indicateurs, d'abord, les indicateurs que nous pouvons dire globalement, il y a 22 indicateurs. En fait, mais d'une manière générale, les hôpitaux peuvent être évalués sur tout type de critères, dès lors que le critère est jugé performant. Parce que c'est des critères objectifs, ce n'est pas des critères subjectifs, c'est des critères objectifs, des critères mesurables, des critères qu'on peut vérifier, ainsi de suite. Donc, mais sur ces 22 indicateurs, nous avons ce qu'on appelle des indicateurs généraux. En fait, tous les hôpitaux, je rappelle que c'est des hôpitaux de 2e et 3e référence. Nous avons 15 hôpitaux, notamment tous ceux que vous voyez comme hôpital de 3e à Bamako, Kati, les hôpitaux qui sont dans les régions, les autres de 2e référence, et spécifiquement, nous avons ajouté ce qu'on appelle l'hôpital mère-enfant le Luxembourg. Parce que c'est vrai, c'est un hôpital privé, mais qui a un statut quand même d'utilité publique. Donc, nous l'examinons, nous l'évaluons avec les autres hôpitaux. Donc, c'est des critères généraux. Il y a des critères généraux qui concernent tous les hôpitaux à la fois. Donc ça peut être nombre, c'est à peu près 13 critères généraux pour tous les hôpitaux, mais nous avons aussi des critères spécifiques. C'est dû même à la spécificité de l'hôpital. Par exemple, vous allez voir l'hôpital Iota, c'est un hôpital de 3e référence spécialisé, notamment pour tout ce qui concerne les questions d'œil, mais il y a aussi l'hôpital dermatologique. Donc souvent, c'est des critères spécifiques même à l'hôpital. Donc, mais de toute façon, tous les hôpitaux ont 22 critères. Donc, essentiellement, il y a, en ce qui concerne les critères, je peux donner quelques critères. Oui, nous avons, par exemple, le nombre moyen des journées de rupture des 40 médicaments essentiels génériques. Nous avons les taux d'infection post-opératoire. Nous avons, par exemple, l'indicateur qui est relatif au nombre moyen de journées d'immobilisation des 10 équipements clés en panne. Nous avons le taux de satisfaction des usagers. Nous avons le taux de conformité du dispositif de prise en charge des urgences. Nous avons le taux de recouvrement, le taux de conformité des dossiers médicaux, ainsi de suite. Bref, tous ces indicateurs, c'est sur la base des réglementations. C'est des indicateurs qui sont normalement dans le domaine de la santé. Donc, ce n'est pas des indicateurs qui sont formulés comme ça, c'est des indicateurs qui sont performants, ainsi de suite. D'accord. Mais justement, comment on évalue la sécurité des soins, la disponibilité des médicaments, la maîtrise des coûts pour les usagers? Nous avons, en fait, il y a des dispositions réglementaires. Par exemple, il y a des schémas directeurs de politique de médicaments, tout ça. Donc, tous ces indicateurs qui sont formés, vous allez voir derrière ces indicateurs, il y a des normes, il y a des exigences, soit par la carte nationale hospitalière, soit par d'autres textes qui fixent vraiment des critères par rapport à ça. Donc, nous collectons d'abord les données. Il s'agit de savoir d'abord si on se rend dans un hôpital, parce que toutes les informations par rapport à chaque indicateur sont disponibles déjà à l'hôpital. Donc nous collectons ces données, nous analysons et il y a soit des critères de pondération ou pas, mais nous analysons l'effectivité de chaque critère avec les données collectées. Donc concrètement, pour aller vers cette mission, il y a une équipe de l'ANES qui se déplace. Mais on ne vient pas, ce n'est pas des visites inopinées, on vient avec l'information, l'hôpital est informé à l'avance. Nous venons, l'équipe vient, l'équipe sait comment collecter les données.
Donc les centres, les hôpitaux déjà préparent tous les supports. Ils ont des supports à l'interne sur lesquels on va vérifier, collecter les données indicateur par indicateur. Donc à ce moment, nous analysons, nous les traitons par rapport au protocole d'évaluation. Parce qu'on élabore aussi un protocole d'évaluation pour aller faire ce type d'évaluation. Donc après ce processus, une fois que nous collectons, les premiers résultats sont restitués même d'abord à l'hôpital. Avant que l'équipe ne quitte l'hôpital, nous donnons les premiers résultats, les premières observations. Mais après, le rapport provisoire est transmis à l'hôpital pour donner éventuellement ses observations sur tel ou tel indicateur. Là aussi, il n'est pas d'accord, mais à ce moment, il apporte des preuves pour lesquelles il n'est pas d'accord. Donc, il y a à la suite de tout ça, nous faisons un atelier pour valider l'ensemble des résultats. Et tous les hôpitaux qui ont été évalués sont représentés au plus haut niveau, soit par le directeur général ou son adjoint et par le président de la commission médicale. Donc, c'est à l'issue de cet atelier national que tous les résultats sont validés. Et en ce moment, avec ça, nous appliquons, avec des logiciels, nous appliquons ce qu'on appelle le calcul des scores pour pouvoir identifier un peu par rapport à ça. Donc, c'est un processus transparent, c'est un procédure crédible, c'est un procédure vraiment qui ne peut pas être entaché d'irrégularité. D'accord, ça veut dire que l'exercice est bien compris par les hôpitaux, ils adhèrent facilement, ils collaborent facilement avec vos agents sur le terrain pendant l'opération. Bien entendu, ils collaborent, ils doivent même collaborer, c'est une obligation, parce qu'au-delà c'est des missions qui sont confiées, mais en fait c'est un processus qui a démarré depuis 2007, ils sont déjà au courant du processus, ils sont informés, ils savent comment l'opération doit se faire. Donc ils ont tous les moyens pour pouvoir peut-être voir un peu les critères, mais jusque-là quand même, tous les résultats qui sont donnés depuis l'ANH jusqu'à l'ANS, c'est des résultats qui ne sont pas contestés, c'est des résultats qui sont vraiment sincères, transparents par rapport au processus. Mais tout ça, en fait, même l'hôpital qui est premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insuffisance. Voilà, donc d'une manière générale, l'évaluation même permet d'identifier toutes les insuffisances et proposer des solutions, auquel cas, normalement, ils doivent préparer ce qu'on appelle un plan d'action pour prendre en charge les différentes insuffisances soulignées. Les 3 premiers au titre de 2024 sont à Bamako, les 3 hôpitaux, et les hôpitaux régionaux dans tout ça, ils sont en queue de peloton? Non, pas forcément, parce que c'est vrai que les 3 premiers, il y a un focus qui est fait sur les 3 premiers, mais quand on voit un peu le classement, c'est Tombouctou qui vient en 4e position. Ah d'accord. Voilà, donc il y a Tombouctou, et puis suivi de Tombouctou, il y a Sikasso. Donc, mais généralement on donne les 3 premiers, mais ce qui est sûr, ils sont pas à la queue du peloton. Mais quand vous évaluez les hôpitaux de 2e référence et de 3e référence ensemble, est-ce que quelque part il n'y a pas un déphasage? Non, pas du tout un déphasage, parce que en fait, toutes ces structures hospitalières sont des EPH. Comme je l'avais dit tantôt, c'est la loi hospitalière. Oui. En fait, c'est des questions de plateau technique. Les questions de 2e, 3e, c'est des questions de capacité de plateau technique. Chacun est jugé selon ses capacités réelles, donc selon son niveau. Mais si je dis c'est des indicateurs, par exemple, en ce qui concerne par exemple la gestion des déchets, tous les hôpitaux doivent gérer la gestion des déchets conformément à la politique même ce qui est prévu dans ce statut. Donc en réalité, ils ont tous le même statut à peu près, mais donc on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment... Non, je vais dire les hôpitaux de 2e référence doivent être traités au même niveau, 3e référence ensemble, on ne peut pas faire comme ça. Non, on ne peut pas faire comme ça parce que c'est la même loi qui les gère, donc c'est la loi hospitalière d'une manière générale. Et les structures privées, les établissements sanitaires privés, vous en avez parlé, quand est-ce qu'ils vont entrer dans l'évaluation? Bien entendu, on peut même dire qu'ils sont déjà concernés par ça. Mais de façon pratique, vous savez, depuis 2002, c'était l'ANH qui existait. Donc, toutes les mesures étaient prises vers les structures publiques. Maintenant, il a fallu, je tiens quand même à rappeler que sous l'impulsion de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le gouvernement a adopté en août dernier
août 2025, un décret très important, notamment le décret fixant les modalités d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Donc, à travers ça aussi, ce décret a fixé les grands contours de tout ce qui concerne public et privé. Donc, il s'agit peut-être au fur et à mesure, c'est un processus qui commence, au fur et à mesure, nous allons prendre aussi en charge les établissements privés. Pourquoi même prendre les établissements privés? Il y a aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la CANAM, avec l'assurance maladie, ces structures privées sont même conventionnées. Oui. Donc, sont conventionnées, c'est des ressources publiques qu'on utilise là-bas. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de les évaluer, de savoir exactement peut-être ce qu'ils sont en train de faire comme travail effectif, voir peut-être les insuffisances et corriger à tous ces niveaux. Donc, d'où vraiment cette nécessité d'aller très rapidement sur les établissements privés également. D'accord. En termes de récompense pour les 3 premiers, on a des diplômes de reconnaissance, des trophées Tiwara. Vous croyez que c'est motivant pour ces hôpitaux-là? C'est très motivant, c'est juste faire créer de l'émulation, parce qu'en fait, on ne pourrait pas donner. D'abord, c'est une mission que ces hôpitaux doivent. Les hôpitaux sont chargés de 3 missions essentielles, notamment la fonction de soins, la fonction de formation et la fonction de recherche. C'est des obligations qui pèsent sur ces hôpitaux. Donc, quand on les évalue aussi, ça rentre parfaitement dans le cadre de la politique nationale de la santé. Mais c'est vrai que le fait même d'être déjà premier comme ça peut vraiment créer une certaine humiliation, et ça pousse les autres, les structures qui sont moins performantes, de se donner les moyens pour arriver à un niveau acceptable. D'accord. Alors, M. Docteur, cela fait quand même 6 ans que vous évaluez ces hôpitaux-là. Est-ce qu'au fil des ans, vous avez mesuré l'impact de ces hôpitaux-là en termes de performance, de bonne gouvernance et d'amélioration continue de la qualité des soins de ces établissements-là? Oui, bien entendu. Ces évaluations, quand même, ont permis aux hôpitaux d'améliorer, on va dire, leurs prestations. Parce que tout ce qui concerne, par exemple, la gouvernance, tout ce qui concerne le taux de capacité, le taux d'autofinancement, tout ça, il y a une nette amélioration. Mais cela dit, il y a des contraintes aussi qu'il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que l'évaluation aussi, c'est pour, à la fois, souvent c'est des insuffisances endogènes, oui, mais souvent c'est des insuffisances aussi exogènes. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'on est en train de voir. Le ministère de la Santé de l'Autre est dans cette dynamique. Par exemple, je rappelle un exemple, par exemple les tarifs des prestations, c'est des tarifs qui sont institués depuis à peu près 83-2002. C'est des tarifs qui ne peuvent plus tenir. Au jour d'aujourd'hui, si on voit même les matières sur lesquelles les hôpitaux travaillent. Donc, ça, c'est des contraintes qui sont là aussi, peut-être qu'il faut revoir. Vous voulez revoir une augmentation ou une diminution de ces tarifs-là? Non, c'est possible, peut-être non pas l'augmentation ou diminution, mais de voir vraiment, de fixer des prix soutenables. Parce que, comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. Donc, ce coût-là, il faut quand même pouvoir supporter ce coût. Donc, sinon, les hôpitaux risquent. Parce que, quand vous voyez, c'est vrai qu'un hôpital public ou bien un établissement public ne peut pas faire la même prestation qu'un privé par rapport au même prix. C'est réel. Mais il y a derrière tout ça aussi, il y a des coûts qu'il faut supporter pour pouvoir prendre en charge. Mais c'est des réflexions qui sont en cours. C'est des réflexions, les plus hautes autorités vont voir quelles sont les dispositions pratiques qu'il faut prendre à ce niveau. Est-ce que dans l'évaluation, vous tenez compte, vous prenez en compte le taux de satisfaction des usagers? Bien sûr, il y a un critère par rapport à ça. Cette évaluation même est faite de façon anonyme. En fait, quand l'équipe d'évaluation est au niveau dans un hôpital, il y a un certain nombre de patients qu'on les demande de façon anonyme, voir le taux de satisfaction par rapport à tout ça. Et c'est mesurable. Et donc, ça fait partie des indicateurs qui sont prévus pour l'évaluation de la performance. Et à l'issue de chaque évaluation, il y a j'imagine que vous formulez des recommandations, des suggestions pour l'hôpital. Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Bien entendu, il y a un suivi, mais je pourrais
ce décret même est très important. Quand j'ai dit le décret qu'on a adopté en 2025, ce décret aussi permet cette fois-ci à l'ANAES de pouvoir évaluer même la mise en œuvre de ces recommandations-là. Okay. Donc, tel n'était pas le cas avec l'ANH, mais désormais, avec ce décret, nous allons évaluer, peut-être dans les années à venir, la mise en œuvre réelle de ces recommandations, voir vraiment si les recommandations qui ont été formées ont été prises en charge ou pas par l'hôpital. Mais je rappelle que chaque hôpital a ses propres recommandations, a ses propres insuffisances. D'accord. Alors, monsieur le directeur, il y a l'évaluation, oui, mais il y a aussi l'accréditation que vous gérez. Où en êtes-vous aujourd'hui avec cette phase d'accréditation des établissements sanitaires? Effectivement, le second pan extrêmement important, c'est vraiment l'accréditation. Vous savez, l'évaluation, c'est sur la base des indicateurs qu'on formule tout ça, mais l'accréditation, c'est des exigences. Notamment pour arriver vraiment à la qualité des soins et à la sécurité des patients, il n'y a pas une autre manière que d'aller vers l'accréditation de ces établissements de santé. En ce moment, nous allons faire des référentiels, nous sommes en train d'élaborer ces référentiels, si bien même les référentiels sont disponibles. Nous allons tester, courant cette année, nous nous sommes donné les moyens d'abord de tester ces référentiels. Ces référentiels sont élaborés par type d'établissement. Par exemple, le référentiel pour un CESCOM ne peut pas être le même référentiel par rapport à un hôpital de troisième référence. Donc, les référentiels sont élaborés en fonction des types d'établissements de santé. Donc, une fois que ce système sera validé à l'interne, nous allons commencer à mener des visites d'accréditation dans ces établissements de santé. L'accréditation permet de certifier comme quoi cet établissement vraiment répond non seulement à la qualité des soins, mais à la sécurité des patients. Donc, mais l'accréditation aussi, vraiment, c'est une dimension importante. Non seulement les publics sont concernés, les établissements publics sont concernés, mais les privés aussi sont également concernés par ce processus. D'accord. Est-ce que ce processus, question toute bête, va permettre de réduire, de mettre fin aux évacuations sanitaires? Bien sûr, c'est ça l'idée derrière tout ça, parce que au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un souvent part se faire soigner à l'extérieur, peut-être c'est des questions souvent de qualité, de sécurité aussi, même s'ils ne disent pas, derrière tout ça, ça peut être ça, mais une fois qu'on aura cette certitude, donc je pense que ça pourrait diminuer vraiment le taux d'évacuation sanitaire à l'extérieur. Ok. Alors au niveau de l'agence, monsieur le directeur, on veut savoir à quand le virage numérique ou la digitalisation complète des structures hospitalières. Le processus est en cours. Vraiment, au niveau du ministère de la Santé, le processus est en cours. Tous les hôpitaux, il y a des réunions dans ce sens pour amener les hôpitaux, au-delà même des hôpitaux, même les établissements privés, vers cette digitalisation qui est une volonté politique des plus hautes autorités. Donc, le processus est en cours. Donc, il y a lieu de continuer à espérer que très rapidement, tous les établissements de santé vont s'inscrire dans cette démarche. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Monsieur le directeur, vous avez aujourd'hui un message à l'endroit des structures hospitalières. Ça va être lesquelles? Et surtout aussi pour les usagers. C'est d'inviter vraiment de façon générale, certes les structures publiques hospitalières, mais même les privés, vraiment de mettre en place une démarche qualité. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à exercer de la même manière. Cette démarche qualité, il doit s'inscrire dans cette démarche qualité déjà. Donc, il doit prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour s'inscrire dans cette démarche. Parce que ce qui est nécessaire, c'est qu'il y a lieu de dire que peut-être dans les années à venir, les structures, parce que conformément aux missions qui sont assignées à l'ANS, le ministre de la Santé peut, sur la base effectivement du rapport de l'ANS, demander le retrait d'un établissement dans le dispositif même de l'assurance maladie. D'accord. Ou la fermeture de l'établissement. Bien sûr, c'est pour vraiment mettre l'accent sur la qualité des soins et la sécurité des patients. D'accord.
Alors, en tout cas, la performance renforce la confiance et améliore la qualité des soins. C'est donc tout pour cette émission. L'invité de la semaine qui recevait aujourd'hui, M. Sekouli Fadjadji Touré, il est le directeur général de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Encore merci, M. le directeur, pour vos éclairages et bon courage à vous. Merci, M. Damé, merci. Merci à toute l'équipe de production dirigée par Famoussa Magassa et à vous aussi pour votre fidélité au programme de l'ORTM. Bonsoir.